L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78. Et pour cet épisode 224, nous allons direction l'Assemblée nationale. Mon invité est la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Constance Le Grip. L'hebdo politique. Bonsoir Constance Le Grip. Bonsoir. Vous êtes députée Renaissance de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, une circonscription qui a notamment élu 4 fois Nicolas Sarkozy comme député. Vous êtes aussi conseillère municipale de Neuilly-sur-Seine, longtemps membre de la droite, de l'UDF, de l'UMP, puis des Républicains, qui étaient votre famille politique. Lorsque vous étiez députée européenne, entre 2010 et 2017, vous avez été élue ensuite une première fois députée à l'Assemblée nationale en 2017, sous l'étiquette LR. Puis 5 ans après, cette année, vous vous êtes engagée avec la majorité présidentielle derrière Emmanuel Macron. Nous allons aborder avec vous ce soir plusieurs sujets. L'actualité internationale avec la situation en Ukraine. Nous évoquerons aussi rapidement les dernières lois votées par l'Assemblée nationale, puis plus en détail le PLF 2023 dont l'examen a débuté cette semaine. Mais d'abord, l'actualité, c'est aussi cette grève dans les raffineries. Depuis plusieurs jours, les Français galèrent à trouver de l'essence, conséquence du blocage donc des raffineries par les salariés de Total et ceux d'Esso qui réclament une augmentation de salaire. Alors, c'est tombé cette semaine, la réquisition a été demandée des salariés par la Première ministre. Est-ce qu'il doit, selon vous, l'État doit employer la force pour remettre la situation, remettre de l'ordre dans la situation ? En tout cas, l'État prend ses responsabilités. Vous l'avez rappelé, une première réquisition a été décidée par la Première ministre cette semaine pour faire face à la situation de blocage que nous jugeons parfaitement inadmissible, orchestrée par un certain syndicat, la CGT, pour ne pas la nommer, aussi bien dans les dépôts et raffineries de l'entreprise Total que les dépôts et raffineries de l'entreprise Esso Exxon. Dans la mesure où il y a eu conclusion d'un accord salarial qui a été signé par les syndicats majoritaires au sein de la société Esso Exxon, il a été jugé parfaitement irresponsable que un syndicat au sein de l'entreprise Esso Exxon, la CGT, pour encore une fois nommer ce syndicat, continue, malgré la conclusion d'un accord favorable et reconnu comme tel par les syndicats majoritaires, continue de pratiquer le blocage et d'empêcher la sortie du carburant. Et donc c'est à l'encontre de cette première opération de blocage qui se poursuit que la réquisition a été prononcée. Il ne s'agit pas d'une réquisition générale. La réquisition, d'une part, est très encadrée par la loi. Ça doit être précis et encore une fois très, très encadré. C'est forcément temporaire, mais le gouvernement ne peut pas tolérer que perdure une situation de blocage et des difficultés d'approvisionnement très importantes pour nos compatriotes. C'est dommageable pour la vie quotidienne de nos Français, de nos compatriotes qui vraiment galèrent à trouver du carburant. C'est dommageable pour certaines activités économiques. Et donc, il était de la responsabilité du gouvernement de ne pas laisser nos compatriotes être pris en otage, en quelque sorte, par un conflit entre un syndicat, la CGT, et la direction de grandes entreprises, et de faire face à cette situation avec la panoplie d'instruments qui est à la disposition du gouvernement pour faire cesser ce blocage. Donc nous espérons que progressivement, à la suite des différentes mesures enclenchées. Je rappelle que ce n'est pas que la réquisition qui compose la panoplie d'outils dont dispose le gouvernement. Il y a eu aussi le déblocage d'une partie de nos réserves stratégiques et nous pourrions envisager de poursuivre le déblocage d'autres fractions de nos réserves stratégiques. Il y a la mise en place aussi d'autres modalités d'approvisionnement sur le territoire pour contourner les difficultés logistiques. Il y a aussi la priorisation parce que toutes les stations-service ne sont pas privées de carburant et ne sont pas privées de tous les types de carburant. Donc on peut aussi, et ça a été demandé au préfet, de mettre en place des files prioritaires pour certaines professions. Pour les services publics et aussi. pour les soignants notamment, les ambulanciers, les infirmiers, infirmières, les médecins qui doivent se déplacer impérativement. Toute une panoplie de mesures est déployée. Nous sommes conscients
conscient de la situation de grande difficulté et de tension qui est ainsi engendrée chez nos compatriotes. Et nous appelons vraiment chacun et chacune à faire preuve de responsabilité, que ce soit les syndicats représentant les personnels des deux sociétés que vous avez nommées, aussi bien que la direction de ces deux entreprises. Mais encore une fois, je rappelle qu'il y a eu un accord salarial qui a été conclu favorablement et signé par les syndicats majoritaires chez Esso et Exxon, et que la direction de Total a, sous notamment la pression assez insistante de l'exécutif, accepté de commencer, beaucoup plus tôt que ce qu'elle avait initialement laissé entendre, de commencer les discussions salariales. Donc nous espérons que tout cela portera ses fruits assez rapidement. Mais encore une fois, il n'est pas question de tolérer le blocage. L'actualité internationale aussi est dense. Moscou a bombardé à nouveau la capitale ukrainienne ce lundi. Kiev n'avait pas été touché depuis plusieurs mois par les bombardements. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, s'était rendue à Kiev d'ailleurs fin septembre pour signer un protocole d'accord avec le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, alors pour développer des échanges dans la durée entre les parlementaires, notamment dans le cadre de la candidature de l'Ukraine à l'UE. Alors est-ce que selon vous, c'est le chemin qui doit être choisi? L'Ukraine a selon vous vocation à entrer dans l'Union européenne dans les années à venir? Je suis tout à fait formelle. Pour moi, l'Ukraine a une véritable perspective européenne, fait d'ailleurs déjà partie, je dirais, de la famille de cœur de l'Europe au sens large, et a tout à fait vocation à rejoindre un jour l'Union européenne. Et en tout cas, nous, Français, et nous, membres de la majorité présidentielle et parlementaire, à l'instar du président Macron et des membres du gouvernement, à commencer par Catherine Colonna et Laurence Bourg, nous appuyons la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors il ne s'agit pas d'avoir des procédures accélérées, de faire les choses dans la précipitation. Vous le savez, les dossiers de candidature sont examinés très longuement et impliquent la mise en place de toute une série de réformes souvent très profondes et très compliquées à mettre en œuvre dans les pays qui sont candidats. Je rappelle que la dernière adhésion à l'Union européenne, ce fut celle de la Croatie, et que le processus d'adhésion de la Croatie a mis 10 ans. Je ne peux pas préjuger d'ores et déjà du laps de temps qu'il sera nécessaire de voir se dérouler pour la candidature de l'Ukraine, mais enfin ce n'est pas dans l'immédiat que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne. Encore une fois, elle a à faire face à une guerre terrible. Vous avez rappelé les nouveaux bombardements extrêmement massifs de la Russie, 75 frappes, voilà, sur la capitale, à nouveau touchée, mais sur tout le territoire. Ce sont des infrastructures importantes, bien sûr, aussi, mais surtout et encore des populations civiles qui sont ciblées et qui sont, je dirais, de manière tout à fait volontaire et consciente, ciblées par les frappes russes. Il y aura après, parce qu'il y aura un après pour l'Ukraine, bien sûr, il y aura la fin de la guerre et le retour de la paix, il y aura un long travail de reconstruction à mener, mais clairement, pour nous, l'Ukraine a vocation à intégrer la grande famille politique européenne et à intégrer l'Union européenne. Et je réaffirme tout notre soutien à l'Ukraine, aux autorités ukrainiennes, à son armée. Vous savez que la France, comme les autres pays européens, est très présente pour aider les forces armées ukrainiennes à faire face à l'agression militaire russe. Et nous appelons ardemment les uns et les autres à accroître leur soutien et leur aide militaire, budgétaire, humanitaire, logistique. La France qui a d'ailleurs emmené plusieurs chars en Roumanie cette semaine, des chars Leclerc. Le premier débat renforçons le flanc Est, oui, ce qui est tout à fait important. Dans le cadre de l'OTAN. Le premier débat de l'Assemblée nationale, cette session de rentrée, c'était d'ailleurs sur l'Ukraine. Voilà. L'Union européenne a encore accentué les sanctions sur la Russie de Vladimir Poutine. Et pourtant, Vladimir Poutine continue. Est-ce que ces sanctions, elles sont efficaces ?
Les sanctions produisent leurs effets. Ce sont des sanctions de nature essentiellement économique et bancaire. Elles produisent leurs effets sur l'économie russe. Le système bancaire russe est quasi intégralement exclu du système bancaire SWIFT, d'échanges interbancaires. Il y a de réelles difficultés d'approvisionnement pour des pans entiers de l'industrie russe qui ne peut plus bénéficier, ne peut plus acheter toute une série d'équipements, ce qui engendre un effondrement de la production industrielle russe et des cascades en faillite. Je rappelle également que le départ des grandes entreprises internationales a également provoqué de graves difficultés. Donc la chute du PIB russe, elle est là et elle est bien là. Alors bien sûr, les statistiques produites par le régime russe en matière économique sont souvent sujettes à caution, mais nous avons des renseignements et nous constatons qu'il y a une aggravation de la situation économique et sociale réelle et que donc les sanctions qui frappent l'économie russe, qui frappent les entreprises russes, qui frappent les banques russes et qui frappent aussi et de plus en plus fortement un nombre croissant d'oligarques, de soutiens du régime, de membres de l'entourage de Vladimir Poutine lui-même, dont vous le savez les avoirs à l'extérieur du territoire russe sont gelés. Tout cela produit ses effets. Les effets sont toujours longs, les effets sont toujours lents à se produire, mais ils se produisent et inévitablement ils rendent plus difficile pour le régime de Poutine le financement de l'effort de guerre. L'ensemble du continent européen était réuni à Prague, à l'exception donc de la Biélorussie et de la Russie. Donc c'était pour lancer un nouveau forum diplomatique, la communauté politique européenne 44, dirigeants présents suite à la volonté d'Emmanuel Macron d'intégrer les pays non membres de l'UE dans le débat, dans la discussion, et pour montrer aussi que tout le continent était uni face à Vladimir Poutine. L'objectif est de faire patienter aussi les pays qui souhaitent rentrer dans l'UE, par exemple les pays des Balkans notamment, qui poussent depuis très longtemps pour une intégration. Emmanuel Macron a dit devant le Parlement européen le 9 mai dernier que leur chemin était déjà tracé. C'est votre sentiment à vous aussi ? Alors j'étais à Strasbourg, dans l'enceinte du Parlement européen, lorsqu'effectivement le président Macron, dans le discours qui venait conclure les travaux de ce qu'on a appelé la conférence sur l'avenir de l'Europe, a tracé la perspective de cette communauté politique européenne. C'est en fait une idée qui a déjà quelques dizaines d'années, une très belle idée qu'enfin le président Macron a remise sur la table et d'une manière suffisamment convaincante et persuasive pour entraîner dans un premier temps ses partenaires, chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, et puis ensuite plus globalement les pays européens qui nous entourent, nos grands voisins, nos grands et nos petits voisins. C'est un moment très important que la naissance de cette communauté politique européenne. Elle a vocation, effectivement, vous employez l'expression forum diplomatique, à être un grand forum diplomatique dans lequel se retrouvent les pays actuellement membres de l'Union européenne, un certain nombre de pays qui sont effectivement candidats, pour certains depuis longtemps, à l'entrée dans l'Union européenne, des pays qui ne sont pas candidats et qui ne le seront peut-être jamais, un pays qui est sorti de l'Union européenne, je fais partie, voilà, de celles et ceux qui se réjouissent de voir le Royaume-Uni participer aux rencontres de la communauté politique européenne, et l'idée est d'organiser un nouveau cercle européen, un grand cercle, je dirais, à l'échelle du continent, 44 chefs d'État et de gouvernement représentant 44 pays qui, effectivement, ont en partage un continent, donc une géographie, une histoire souvent tragique, jalonnée de guerres civiles, et surtout un destin et un avenir commun. On va y parler sécurité, énergie, d'autres grands sujets seront progressivement mis à l'ordre du jour. Je pense que c'est très important, effectivement, qu'il y ait cet espace de dialogue qui pourra déboucher sur des projets communs qui viendront travailler à garantir
la paix et la stabilité et la sécurité au sens large du continent européen. Nous en avons grandement besoin. Et les dirigeants de cette communauté politique européenne se sont donné rendez-vous à nouveau en 2023, au printemps, en Moldavie, pour poursuivre donc ces discussions. Mais l'Europe, c'est toujours beaucoup de tensions. Emmanuel Macron s'est félicité de voir se rencontrer pour la première fois, par exemple, le Premier ministre arménien avec le président turc, Erdogan. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est moins médiatisé que le conflit ukrainien, et pourtant il y a de vives tensions. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle un petit peu moins de ce conflit? Alors je vais juste vous reprendre, s'agissant de ce qui se passe actuellement en Arménie, c'est pas tant un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, je dirais qu'une guerre d'agression menée par le régime azéri, le régime du président Aliyev contre l'Arménie. Voilà. Le parallèle peut éventuellement être fait avec effectivement l'agression et la guerre menée par le régime de Poutine contre l'Ukraine. Voilà, il n'y a pas des hostilités entre deux pays, il y a une véritable agression menée par le régime Aliyev contre l'Arménie et des frappes sur le sol même de l'Arménie qui touchent non seulement les soldats arméniens mais également les populations civiles. Vous me posiez la question de savoir pourquoi est-ce que ce conflit est moins médiatisé dans les médias peut-être et moins sur les écrans radars que le conflit entre l'Ukraine et la Russie et la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine. C'est plutôt aux médias qu'il faut poser la question. Évidemment, c'est plus loin, le Caucase, c'est plus loin. C'est une région du monde compliquée, dont les tenants et aboutissants sont quelquefois complexes à maîtriser, en tout cas pas par les chancelleries, mais peut-être par l'opinion publique et les médias. Nous appelons, nous, au sein de la majorité présidentielle et parlementaire, et nous avons eu l'occasion d'en parler avec les ministres du Quai d'Orsay, à ce que la France affirme et réaffirme, toujours avec beaucoup de force et de chaleur, je dirais, son amitié avec l'Arménie, soit du côté de l'Arménie. Vous le savez, le président Macron s'est beaucoup entremis, effectivement, pour qu'il y ait une rencontre à Prague entre le Premier ministre arménien et le président Aliyev. Personne n'est dupe et personne n'est naïf. Et le président Macron n'est certainement ni naïf ni dupe, mais a réussi à faire accepter par les deux parties, et notamment donc par l'Azerbaïdjan, qui mène cette guerre d'agression contre l'Arménie, la présence d'une mission européenne, une mission civile, mais qui viendra sur place, constater un certain nombre de choses, collecter, pourquoi pas, un certain nombre de faits, et commencer à jouer un rôle, non pas d'interposition, mais en tout cas, voir si elle peut jouer sur le terrain. Parce qu'il y a la question des frontières qui est assez sensible, un rôle de médiation et de pacification. C'est une première initiative concrète apportée au crédit de la France et au crédit notamment de cette enceinte diplomatique que représente la communauté politique européenne. Mais nous appelons notre pays, la France, les autres chefs d'État et de gouvernement européens à effectivement ne jamais passer au second, voire au troisième plan, ce qui se passe en Arménie et l'agression menée par le régime du président Aliyev à l'encontre du peuple arménien. Retournons en France à présent avec un gros morceau qui vous attend à l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi de finances 2023, plus couramment appelé le PLF. Donc le but c'est de voter le budget pour l'année qui vient. Tout d'abord, donc il s'agit de prévoir les recettes, de répartir les dépenses en fonction des différents ministères. Vous siégez au sein de la commission des finances. Ça fait des semaines que vous travaillez sur ce PLF. Comment se sont passés les premiers échanges en commission ? Alors, en commission, les échanges ont été, je dirais, nourris, animés, mais avec toujours une bonne tenue. De manière générale, les débats en commission, bien qu'ils soient filmés et mis en permanence et en direct sur le site internet de l'Assemblée, par exemple, étant néanmoins moins médiatisés que ce qui se passe dans l'enceinte de l'hémicycle, sont moins propices aux éclats,
pas de voix au cou, aux grandes diatribes. Au punchline, comme on dit. Au punchline, pourquoi pas. Donc les débats ont été des débats de bonne tenue, sans aucune concession, mais nous avons pu, en nous écoutant et en ayant les uns et les autres une attitude respectueuse, faire prévaloir nos arguments. Nous avons, la majorité parlementaire, les 3 groupes de la majorité, entendu le contre-projet, les contre-propositions faites de manière assez dispersée d'ailleurs, mais c'est normal parce qu'elles sont différentes, les différentes oppositions. Le débat était un débat de bonne tenue, mais nous avons dû, je dirais, souvent tenir nos positions et nous battre pied à pied pour que des dispositions importantes que nous considérons comme importantes, introduites dans le projet de loi de finances 2023 par l'exécutif, ne soient pas battues en brèche. Nous n'avons pas toujours obtenu gain de cause, mais nous avons essayé de faire prévaloir nos arguments sur ce budget, qui est un budget très responsable, un budget de protection. Les enjeux énergétiques, les enjeux internationaux, les enjeux économiques actuels nous amènent à privilégier la poursuite de la protection des Français, la protection de leur pouvoir d'achat, la protection contre l'inflation en prolongeant par exemple le bouclier tarifaire pour les tarifs de gaz et d'électricité. C'est un budget de protection, c'est un budget responsable qui ne va peut-être pas aussi loin que certains pourraient le souhaiter dans la réduction de la dépense publique avec 155 milliards de déficit. Mais nous avons fait le choix d'un chemin de crête étroit, c'est vrai, où nous finalement entre la gauche qui demande de dépenser toujours plus de dépenses et toujours plus d'impôts, et votre ancienne famille politique, les LR, qui ne le voteront pas car ils jugent trop dépensier. Oui, les Républicains nous ont fait savoir qu'ils trouvaient le projet de budget présenté par le gouvernement et la majorité trop dépensier, mais ils peinent, en réalité, il faut le reconnaître, ils peinent à mettre en avant des propositions très précises et très solides et très chiffrées sur la réduction de la dépenses publiques qu'ils appellent de leur vœu. Nous faisons face, encore une fois, en responsabilité aux situations difficiles dans lesquelles se trouvent plongés bien des Français. Nous continuons à les protéger contre l'inflation. Je le rappelle, et c'est important que vos auditeurs et téléspectateurs le sachent, c'est en France que l'inflation est la plus basse, si on la compare à ce qui se passe dans tous les autres pays de l'Union européenne, grâce au bouclier tarifaire mis en place par l'exécutif et que nous prorogeons. Et évidemment, ça a un coût, mais ça nous semble être important. Et malgré cela, malgré cette volonté de continuer à protéger, donc de continuer à dépenser de l'argent pour protéger les Français et leur garantir le maintien de leur pouvoir d'achat, nous arrivons à décélérer le rythme d'accroissement de la dépense publique. Donc c'est encore une fois une ligne de crête assez étroite, mais nous arrivons à la tenir. Quelques chiffres sur ce budget, sur le budget de certains ministères. En tout cas, le projet prévoit donc de passer donc de 14,5 à 20,7 milliards d'euros le ministère du Travail. Le budget de l'Éducation nationale, lui, sera augmenté et passe de 56,5 milliards à 60,2 milliards avec une enveloppe pour revaloriser le salaire des enseignants. Le ministère de la Défense voit ses crédits augmenter lui aussi, plus de 3 milliards d'euros dans un contexte, on l'a rappelé, international très incertain. Alors les oppositions ont déjà annoncé qu'elles ne voteraient pas. Donc il ne reste finalement qu'une seule option, le 49.3. Alors les oppositions, avant même que nous ne démarrions les débats et l'examen de nos textes budgétaires en commission des finances, avaient fait savoir effectivement qu'elles souhaitaient voter contre le budget que nous proposons à la France. Et donc, effectivement, nous sommes obligés de constater qu'il n'y a plus guère d'attitude constructive et qu'il nous faudra certainement faire face en responsabilité à la situation de blocage qui risque de se manifester dans l'hémicycle. Simplement, moi je tiens à rappeler effectivement que en plus que de la volonté de protéger les Français contre les aléas économiques et les aléas de l'inflation mondiale, ce budget est un budget qui privilégie le réarmement régalien, avec une forte augmentation effectivement des budgets du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, et donc c'est pas des augmentations et des fonctionnaires pour, aussi dans leur voilà, ensemble, c'est pour recruter plus de policiers.
tout à fait, pour 10 000 recruter fonctionnaires. plus de gendarmes, pour donner plus de moyens à la justice afin qu'elle arrive à accomplir sa mission de manière plus rapide. Je crois que c'est une vraie attente de nos compatriotes et plus efficace. Nous avons également privilégié l'éducation. Tout cela, ça a un coût, bien évidemment, mais ça correspond à des priorités politiques fortes. Et nous regrettons vivement que toutes les oppositions, en décrétant qu'elles allaient voter contre le budget, vont voter contre le réarmement régalien, vont voter contre l'augmentation de la rémunération des enseignants, vont voter contre la poursuite du bouclier tarifaire, mais encore une fois, les institutions étant ce qu'elles sont, si nous constatons une situation de blocage caractérisée dans l'hémicycle du Palais Bourbon, eh bien, nous ferons face à nos responsabilités et nous agirons conformément à ce que la Constitution permet pour sortir d'une situation de blocage. Il faut que les Français soient tout à fait, je dirais, assurés ou rassurés sur ce point-là. Il y aura un budget pour 2023. Et pour la fin de cette émission, nous allons passer à une dernière question d'actualité locale. L'hebdo politique. Toujours avec Constance Le Grip, députée Renaissance de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Alors 450 millions d'euros, voici le trou financier qu'il reste à boucher selon les estimations de Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France et présidente aussi du syndicat Île-de-France Mobilité. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle a demandé à l'État de reprendre la dette Covid de 2 milliards d'euros d'IDF Mobilité. Alors dans un contexte en plus extrêmement compliqué avec une pénurie de chauffeurs depuis la rentrée, est-ce que l'État doit venir en aide à IDF Mobilité selon vous? Alors, il faut quand même rappeler que l'État s'est déjà mobilisé et est déjà venu en aide, en soutien à la région Île-de-France de manière extrêmement forte, aussi bien pendant la crise Covid que depuis. C'est une région, bien sûr, la plus grande de notre pays, mais qui est déjà considérablement soutenue et aidée par l'État. Moi, je ne suis pas dans le détail des discussions et des négociations qui se déroulent depuis quelque temps entre d'un côté la région Île-de-France et de l'autre côté le gouvernement et un certain nombre de ministres, mais je crois que sur cette matière, comme sur d'autres, il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'État a déjà beaucoup soutenu budgétairement, financièrement la région Île-de-France, donc avec l'argent des contribuables français, de tous les contribuables français. Donc il y a un moment où nous ne pourrons certainement pas aller au-delà de ce que nous avons déjà fait. Donc il faut certainement aller plus loin dans les économies au sein du syndicat Île-de-France Mobilité. Il y a certainement d'autres manières de faire face à la dette importante de cette entité. Merci beaucoup, Constance Le Grip, merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la députée Renaissance de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. L'hebdo politique.